Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Parole de gardien. Aujourd'hui, notre invité, Damien Lopez, entraîneur des gardiens du Servette et de l'Écosse. Comment vas-tu? Ça va bien, écoute, merci. J'espère que tu vas bien aussi, toi. C'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast et je suis impatient. Merci à toi d'avoir répondu présent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Moi, je suis arrivé dans le foot féminin dès le départ, en fait. En 2006, je sortais de mon bac et je rentrais à la fac de sport à Lyon, à l'UFRAPS, à STAPS. Et il fallait que je trouve un stage pour mes études et avec le réseau et tout ça, j'ai entendu parler qu'ils cherchaient des éducateurs pour l'Olympique Lyonnais féminin, pour les Poussines à l'époque. Et du coup, j'ai postulé et je suis rentré comme ça à l'OL féminin en 2006. Donc au tout début de l'OL féminin, je crois que ça faisait 2 ans qu'ils avaient ouvert la section. Et du coup, j'ai commencé dans le foot féminin, je connaissais pas du tout. Ça s'est bien passé et après, je suis arrivé à me spécialiser sur les gardiennes. Juste, en fait, à ce moment-là, il y avait plus d'entraîneur de gardien à l'OL quand j'étais. C'était Roland Puitbois qui avait fini et il y avait plus personne après. Et le coach, on parlait dans le vestiaire, il me dit, mais t'es gardien, toi, ça te dirait de venir essayer de faire un spé et tout, on cherche. Je dis, bah ouais, si tu veux, on essaye. Et c'est comme ça que je suis atterri entraîneur des gardiennes à l'Olympique Lyonnais. Donc une première expérience assez enrichissante. J'ai eu tout de suite des gardiennes étrangères de haut niveau. Donc c'était intéressant, j'ai travaillé mon anglais. C'était bien aussi, c'est très important pour notre métier. Et je suis resté à l'OL jusqu'en 2000, en janvier 2012. Ok. Donc j'ai fait un peu, j'avais une partie sur les gardiennes de l'équipe pro, filles. J'avais un peu les jeunes aussi. Et puis pour le STAPS, je m'occupais aussi un peu de la réserve garçon en réathlé. Donc j'étais assez impliqué partout à l'Olympique Lyonnais. Et puis en janvier 2012, le coach qui était avec moi, qui m'avait fait rentrer chez les pros à Lyon, il est parti au Rossianka en Russie. Et en janvier, il me demande si ça m'intéresserait de le rejoindre pour l'équipe nationale de Russie et le club de Rossianka. Donc moi, j'ai vite décidé en fait. C'était assez rapide et j'ai sauté le pas. Et je suis parti 6 mois à Moscou, une expérience à l'étranger. C'était super intéressant, super enrichissant. Avec l'équipe nationale, on s'est qualifié pour l'Euro. Et avec le Rosjanka, on a gagné le championnat. On est allé en quart de finale, il me semble, de Ligue des Champions. On perd en quart de finale. Donc c'était des belles expériences. Et en juin 2012, le PSG a sollicité le coach et donc on est rentré en France par la suite pour aller au PSG. Voilà, et puis au PSG, je n'avais plus la casquette d'entraîneur de gardien de but, j'étais analyse vidéo et aussi en charge de la réathlée sur les joueuses qui étaient blessées ou aussi sur les joueuses qui participaient pas au match. Quand il fallait faire des compensations ou rester au club, je restais ou je partais voir superviser d'autres matchs. Donc ça, c'était pendant 4 ans au PSG. Et après le PSG, le coach qui était avec moi, qui était Farid Benstiti, il a arrêté en juin 2016. Il y a Patrice Lair qui est arrivé à ce moment-là. Euh, Patrice Lair, il voulait changer un peu les choses au PSG, donc moi, j'ai pas été conservé avec l'équipe pro féminine. J'ai basculé sur le centre de formation en tant que prépa physique pendant 6 mois. Et ensuite, en janvier, le Farid Benstiti, avec qui je travaillais avant, il est parti en Chine. Il m'a demandé si ça m'intéressait de le suivre là-bas. Donc, je suis parti pour le suivre avec Dalian Quenjan, qui était une équipe qui jouait le haut tableau féminin en Chine. Donc, j'ai fait 2 saisons là-bas, 2017-2018. C'était assez intéressant aussi, voir une autre culture, un autre football.
plein d'autres choses. Donc, ça, c'était super. Et là, c'était en tant qu'entraîneur des gardiens. D'accord. Et ensuite, après ça, qu'en décembre 2018, ça s'est terminé, je suis rentré en France. J'ai participé à DMVE. C'est un programme de l'UNICATEF, du syndicat des entraîneurs. Donc Ok. pour les entraîneurs qui sont sans emploi, en fait, ils font, tu peux t'inscrire et ça te permet en fait, il y a 5 ou 6 sessions en 6 mois. Et tu travailles ton anglais, tu travailles comment développer ton réseau, tu fais du média training, tu- il y avait un truc sur la vidéo. Et, en fait, tu réajustes tes connaissances, tu t'entretiens ton réseau, tu développes ton réseau. Et c'est super intéressant pour voir d'autres choses et rester en contact. Et à la suite de ça, grâce à ça, j'ai développé le réseau et j'ai eu 2, 3 contacts qui m'ont permis de rentrer en contact avec Ulrich Ramé au Girondin de Bordeaux pour rebondir là-bas avec les filles à Bordeaux en 2019. Ça, c'était aussi un beau challenge. Il y avait un beau projet sur les filles là-bas à l'époque. On a été très bonne première saison jusqu'en février où on pense qu'on peut accrocher la 2e place face au PSG. Et puis il y a le Covid nous stoppe dans notre élan. Donc on a dû arrêter la saison au mois de mars, je crois. Donc on était 3e à ce moment-là. Et donc on est resté 3e puisque la saison s'est terminée là. Et ensuite on a repris et la saison d'après on fait 3e encore. On se qualifie pour les phases préliminaires de la Ligue des Champions. Et puis voilà, après le coach change, c'est Patrice Lerck qui arrive une nouvelle fois. Il est arrivé à Lyon, il est arrivé au PSG, il arrive à Bordeaux. Et du coup, bah voilà, avec Patrice Lerck, on part faire les phases préliminaires de la Ligue des Champions. On passe le premier tour de qualif, c'était assez difficile. On était en Suède, c'était 2 matchs assez difficiles. Et ensuite, on tombe contre Wolfsburg pour le 2e tour de qualification, qui est un des top 5 européens. On les accroche quand même, parce que je ne me rappelle plus des scores exactement, mais au 2e match, on est obligé d'aller jusqu'au penalty. Et Ok. ils nous sortent au penalty, ils se qualifient pour la phase de groupe en nous sortant au penalty. Donc c'était assez bien quand même pour une première expérience. Et puis à la suite de ça, j'ai eu une opportunité de partir, de rejoindre l'Écosse, la sélection écossaise, avec Pedro, qui était l'entraîneur de Bordeaux, en fait, Pedro Martinez, là, ça, qui était l'entraîneur à Bordeaux, qui est parti avec l'Écosse et qui m'a proposé de le suivre là-bas. Et donc, il a fallu que je fasse un choix entre Bordeaux et l'Écosse. Et il y avait une vision un peu plus long terme avec l'Écosse qu'avec Bordeaux. Et du coup, bah, je suis parti en septembre 21 là-bas. Et je suis toujours avec l'Écosse maintenant. Donc, ça va faire 3 ans. Et c'est difficile. Sélection, c'est un autre monde, en fait. Parce que tu peux pas développer comme tu as envie, en fait. Tu dépends de ce que font les joueuses dans les clubs. Ouais, Toi, t'as trop tu peu de les, temps. ouais, toi, tu les as. Si tu te qualifies pas pour les gros tournois, en fait, tu les as 10 jours. En général, elles jouent le dimanche. Donc le lundi, mardi, tu peux pas faire grand-chose. Et puis tu joues le vendredi, toi. Donc tu arrives mercredi, tu es déjà à J-2. Et donc, ouais, c'est assez difficile de pousser dans le travail. Et donc, faut trouver d'autres façons de travailler sur ça. Et puis en même temps que l'Écosse, j'ai rejoint cet été le Servette Chaunois féminin, ici à Genève, et qui est un club très ambitieux avec un gros projet. Et c'est pareil, ça joue le haut du tableau ici en Suisse. Le championnat il est quand même très homogène. Euh, et puis voilà, on peut se qualifier pour la Ligue des Champions aussi ici, donc ça reste des beaux challenges. Donc on verra ça. Il y a les playoffs ici en Suisse, donc c'est toujours incertain parce que celui qui se qualifie, c'est le vainqueur des playoffs. Donc jusqu'au 25 mai, on sait pas où on sera, quoi.
Ouais, c'est vraiment jusqu'au dernier moment, du coup. Il n'y a pas d'histoire de toute la saison qui compte. Tout est remis en question sur les playoffs. Ouais, les playoffs sont en aller-retour, sauf la finale. Donc ça fait que ouais, sur 2 matchs, tout peut arriver, quoi. Si tu finis premier du championnat régulier, tu as l'avantage d'accueillir les matchs retour. Mais voilà, la finale, elle est sur un terrain neutre. Et puis c'est un match, quoi. Si t'arrives pas à gérer tes joueuses et arriver avec les meilleurs en meilleure forme à ce moment-là, c'est toute ta saison qui se joue sur 90 minutes, quoi. C'est sûr. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, du coup, tu as commencé au départ donc plus sur la partie prépa et après tu as eu ce rôle d'entraîneur des gardiens. C'est quelque chose qui t'intéressait ou c'est vraiment par rapport à l'opportunité que tu as eue? Ah, mais en fait, il fallait que je trouve quelque chose à faire après mon bac. Et j'aimais bien le foot parce que j'ai fait sport-études quand j'étais jeune, au collège et au lycée. J'étais gardien de but. J'ai joué en 15 ans en Ligue. Ça, en 16, j'ai failli rentrer en 16 NAS, mais j'ai pas pu. Et en fait, moi, j'étais grand petit et je me suis vite arrêté de grandir. OK. Donc, au début, ça allait bien, mais plus je passais les années et plus j'étais en difficulté sur le poste. Je fais 1,70 m, donc ça reste compliqué d'évoluer. Donc, il a fallu vite que je me réoriente sur autre chose. Et le travail SP gardien de but, j'adorais faire ça quand j'étais joueur. Et donc, d'avoir l'opportunité de passer, c'est quelque chose que j'avais pas envisagé. Mais en fait, d'avoir cette opportunité-là, ça m'a permis ouais, pourquoi pas, j'essaye. Et en fait, c'était cool. Et depuis 2006 à maintenant, ça fait quoi, 16 ans? 17 ans? Au final, ça a duré. C'était pas juste de passage. Ouais. Et puis, c'est intéressant d'avoir le background aussi de STAPS parce que, en fait, ça permet d'avoir toute la palette quand je construis mes SP, en fait, j'arrive à comprendre ce que me demande le prépa ou on arrive à se coordonner, à travailler spécifiquement, essayer de trouver des aspects spécifiques pour le développement parce que de plus en plus, en fait, ce qui se passe, c'est OK, on met un coach des gardiens sur le gardien de but ou la gardienne de but au niveau technique, tactique, mais au niveau de la prépa physique, de la nutrition, en gros, on la prend un peu comme, on fait un peu comme pour les joueurs de champ. C'est-à-dire Ouais. qu'on va y avoir une base de capa et après, on va travailler sur la force, la vitesse, un peu plus spécifique parce dans les SP, bien entendu, on travaille d'autres choses. Mais en fait, c'est deux sports complètement différents en fait, quand tu es gardien et quand tu es joueur. Et les demandes physiques, elles sont pas les mêmes, les demandes en nutrition sont pas les mêmes. Et donc, de plus en plus, il commence à y avoir des études qui sortent, et notamment une sur la nutrition, où ils expliquent qu'il faut pas penser comme un joueur de foot pour un gardien, parce que c'est pas le même effort. Et on est plus sur une activité qui va s'apparenter à de l'haltérophilie ou à des choses comme ça, avec des efforts très intenses, très courts et beaucoup de récup. Ouais. Et une fatigue mentale, surtout, qui va apparaître sur le match. Et donc, voilà, sur la nutrition, on peut faire d'autres choses que ce que font les joueurs. Donc, c'est intéressant d'avoir tout ce côté-là de STAPS qui permet de développer. Et en Ouais, qui va parallèle être de tout ce que complémentaire. je fais aussi avec les gardiens de but, je fais partie d'un programme avec la FIFA. OK. Il s'appelle Women Football Development Programme. Et moi, je suis sur la partie prépa physique, justement. Et on est là pour aider, en fait, la FIFA met en place un programme pour aider les nations à développer au niveau de la partie physique leurs équipes nationales, mais en entraînant les joueuses comme des femmes et pas comme des jeunes garçons ou des adultes garçons. Et vraiment adapté. Donc c'est intéressant parce qu'en plus ça spécifie dans le football féminin et dans la demande en général. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, par rapport à ce que tu dis, je vais y revenir maintenant parce que je voulais en parler plus tard, mais tu l'as introduit. Pour toi, la vraie différence, j'en as parlé un petit peu, entre le travail en club et en sélection, c'est quoi la vraie différence? À part, oui, que tu as moins de temps et du coup moins de possibilités de faire ce que tu veux. Euh, Tu as plusieurs aspects en fait sur comment tu vas aborder les choses, les sujets.
En fait, tu as une partie où tu vas être sur du long terme et une partie où tu vas être sur du court terme. Mais en club, tu retrouves la même chose. Le truc, c'est qu'en sélection, tu peux avoir un rôle qui est un peu différent où tu vas être sur du très long terme. C'est-à-dire que si tu fais partie un peu de la politique fédérale et du développement du poste, c'est-à-dire que tu vas pouvoir éditer des grandes lignes, aller voir les coachs des sélections des jeunes, aller parler au club et essayer de développer le poste du gardien de but sur une politique fédérale, ce que fait très bien la Suisse notamment. J'ai appris ça depuis que je suis ici et ils ont un pôle gardien de but à la Fédé qui est exceptionnel et en fait ils ont retranscrit ce qu'ils font chez les garçons, chez les filles et c'est assez ce qu'ils font, je l'ai rarement vu ailleurs au niveau de la fédération. Mais par contre, quand tu vas être sur les stages, eh ben, tu prends la gardienne comme elle arrive, quoi. Donc, ça veut dire que, surtout nous, qui est une nation comme l'Écosse, on va avoir des gardiennes qui jouent en Écosse, mais tu vas avoir peut-être des gardiennes qui jouent en Angleterre, ou en Espagne, ou en France. Et donc, en fait, en tant que fédération écossaise, tu vas pouvoir aller parler un peu avec les clubs Glasgow City, les Rangers, Celtic, les clubs de l'Écosse. Tu vas pouvoir discuter, et puis avec ta gouvernance de fédération, tu vas pouvoir orienter un peu des choix. Et sur une gardienne qui va jouer en Espagne, t'as rien à dire au Real Madrid, quoi. Oui, Si tu étais la sélection espagnole, pourquoi pas, mais en tant que sélection écossaise, c'est compliqué. Et donc, tu prends les joueuses comme elles arrivent. Donc, essaie d'avoir construire une relation avec les coachs gardiens et avec ta gardienne. Et en fait, tu vas essayer de toi t'adapter à ce qu'elle fait pour pas tout changer parce qu'il y a des habitudes, il y a les activations avant l'entraînement, les choses comme ça. Tu vas pas commencer à lui mettre un travail de développement de force alors que tu as 2 matchs en 10 jours. Par contre, si tu vois un manque, tu fais des tests, tu fais des choses comme ça, tu vois un manque, tu appelles le coach et tu lui dis, bah voilà, moi j'ai noté ça, est-ce que tu ressens la même chose, est-ce que vous avez fait ces tests-là, est-ce qu'on pourrait essayer de développer cette partie-là sur des aspects techniques, tactiques ou physiques ou même mental. Après, tu échanges et tu essaies d'orienter, mais s'il n'a pas envie de le faire, il fera ce qu'il veut de toute façon. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que toi, si tu as trouvé un point faible ou quelque chose à développer, si tu améliores ça, elle sera meilleure en club aussi. oui, ce sera mieux pour eux aussi. Et après, on peut aussi avoir en sélection des ressources que les clubs n'ont pas forcément des fois. Là où on est en Écosse, on est dans un centre d'entraînement, c'est à une université en fait. Et donc, tu as l'équipe nationale du rugby aussi, garçon, qui est là-bas. Et donc, tu as de quoi faire au niveau équipement si tu veux faire des tests, si tu veux faire de la récup, si tu veux faire des choses. Tu as, beaucoup, beaucoup de choses que tu peux utiliser. Donc, c'est intéressant. Et certains clubs n'ont pas assez de ressources. Et après, en club, la vision, elle est pareille sur le court et le long terme. Tu vas avoir des gardiens, des gardiennes qui signent pour 2, 3, 4 ans. Tu vas avoir des jeunes que tu peux développer. Et en fait, tu es un peu maître de tous les aspects, même si elle part en sélection, bah, c'est que 10 jours. Et en général, en sélection, ils vont pas défaire ce que tu as fait en club. Donc, tu maîtrises un peu plus le sujet et tu peux plus travailler au jour avec ton gardien ou ta gardienne. Ok, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, du coup, de les différences. Et toi, du coup, tu es bien placé pour voir vraiment les différences puisque tu es dans les deux cas. Ouais, ouais bah, c'est sûr, parce qu'en plus, là, au Servette, moi, j'ai ma gardienne, la numéro 1, qui est internationale portugaise. Ok. Et donc, du coup, bah, quand je pars avec l'Écosse, elle part avec le Portugal. Et donc, on essaye enfin, j'essaye d'avoir le comportement que j'attends des coachs avec qui je travaille en Écosse. Tu vois. Ouais, après, ça dépend de chacun, la relation que tu arrives à créer. Bien sûr. Pour revenir un peu plus sur toi, du coup, par rapport aux questions qui étaient prévues, qui est ton idole? Est-ce que c'était peut-être comme la plupart des personnes que tu as interviewées, souvent c'était un joueur au départ, plus qu'un gardien? Qui était ton idole et pourquoi? Euh, Moi, j'ai plusieurs idoles au niveau des gardiens de but. Après, en tant que joueur, moi, j'en ai un, c'était Juninho, parce que je suis de la génération du Grand Lion et des coups francs de Juninho et de sa façon de jouer. Donc ça, c'était extraordinaire.
Après, au niveau des gardiens, il y a Van der Sar, moi, qui m'a toujours fasciné. Et il avait une prestance, une envergure. Il était capable de jouer avec ses deux pieds, alors que c'était même pas nécessaire à l'époque. Alors, il le faisait très bien. Et donc ça, puis c'était Manchester à l'époque, donc c'était aussi des grands moments de foot. Derrière, j'avais Pascal Olmeta aussi, parce que j'étais jeune et il était à Lyon et il faisait le spectacle et je connaissais pas grand-chose au football à cette époque-là, mais ce qu'il pouvait faire sur le terrain et quand tu allais au stade, tu avais envie de voir le show et c'était super. Après, au niveau des gardiens de but, il y avait Fabien Barthez. Moi, sa façon de gérer l'espace et c'était quelque chose qui est un de ses points forts en fait, tout le jeu aérien qu'il arrivait à faire, comment il arrivait à fermer les angles. Et moi, j'aimais bien comment il concevait le poste. Et puis aussi, en même temps que Juninho, il y avait Grégory Coupet, tu vois, à Lyon, donc un peu fan aussi. Et après, plus de nos jours, maintenant, c'est t'as Courtois que j'apprécie vraiment en tant que gardien qui arrive à être assez complet et qui est décisif dans les matchs où il faut être décisif. Et il a une bonne envergure, il sait, tactiquement, il comprend ce que veut le coach, il arrive à voir les espaces quand il est en possession, il arrive à défendre les espaces qu'il faut, communiquer avec sa défense, il gère bien tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis il y a Ederson pour sa compréhension tactique du match et sa capacité à jouer dans le dos de la défense. Parce que c'est pas juste la technique pour mettre le ballon dans le dos, c'est qu'il le fait à chaque fois au bon moment, c'est coordonné, c'est travailler à l'entraînement parce que tu vois qu'il y a les courses des attaquants et donc ça c'est extraordinaire. Donc un peu on va dire des gardiens différents, mais qui plutôt donc d'avant, qui font un peu les gardiens d'aujourd'hui. Au final, Ouais, quand tu c'est ça. réfléchis un petit peu à C'est tout un ça. peu les précurseurs de la chose. Aussi, j'ai des idoles suivant ma connaissance du football aussi au moment où ils jouaient. Un gardien comme Olmeta, parce que j'avais 8 ans, quelque chose comme ça, et que 8 ans, tu vois, un mec qui prend le ballon, il dribble jusqu'au milieu du terrain, tu te dis, ah, je vais faire pareil dans la cour de récré, moi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Cette partie plus un peu chaud et c'est ce qui a attiré ton regard aussi sur peut-être sur le Oui, poste au final. sur le poste, ouais, c'est peut-être ça aussi, hein, créer des vocations. Ouais. Pour rester un peu plus du coup sur toi, ta vision, d'après toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur des gardiens? Je pense que pour être bon entraîneur, ça dépend pas juste de ta capacité à travailler techniquement, tactiquement. Il faut déjà essayer de créer un environnement sain où tes gardiens, tes gardiennes et puis puissent évoluer en confiance avec le droit à l'erreur, parce que on fait tous des erreurs et que ça fait partie de l'apprentissage et que tout peut être dit et qu'il n'y ait pas de tabou en fait. Si tu arrives à créer cet environnement de confiance sain, ben, tu vas pouvoir grandir plus facilement. C'est un peu comme à la maison quand tu as des enfants, faut que tout le monde soit à l'aise à se dire tout. Ça te permet de faire des erreurs, on explique les erreurs, on essaie de pas les reproduire et de progresser comme ça. Je pense que ça, déjà, c'est ta base de travail. Et ensuite, il y a il y a une différence entre l'entraîneur des gardiens qui va être chez les pros ou l'entraîneur des gardiens qui va être chez les jeunes dans un esprit de développement. Ouais, C'est-à-dire que chez les pros, tu as ton gardien, tu l'as signé, et ta gardienne, elle est là, elle est comme elle est, elle va avoir entre 20 et 30 ans, et elle marche de progression, tu peux toujours faire progresser, mais il y a des choses qu'elle a appris, et que si tu vas prendre beaucoup de temps à désapprendre et à faire autrement, plutôt que de travailler comme elle est, en fait, comme il est. Donc, je pense que se mettre au service de ton gardien dans un premier temps, de voir ce que lui a besoin et d'ensuite lui amener ce que tu penses qu'il a besoin de travailler pour s'améliorer. Tu vas détecter ses besoins et essayer de lui amener, mais sans lui dire, ouais, bah, t'es nul sur ça et il faudrait que tu fasses ça. Toujours dans cet esprit-là où
faut essayer de grandir ensemble et d'être sur du respect, en fait, entre les uns et les autres. La deuxième chose, c'est il faut l'attention aux petits détails. Quand tu es entraîneur des gardiens, il y a plein de petits détails qui vont faire que le plongeon n'est pas bon, la position du pied, les hanches, les mains, les épaules, ce qui s'est passé avant, comment il a perçu l'information, qu'est-ce qu'il a regardé. Tout ça, c'est ce qui va construire la réponse moteur en fait de ton gardien. Donc, si faut que tu sois capable d'analyser tout ça et d'arriver à lui expliquer après. Parce que s'il n'a pas réussi, il faut que tu essayes de voir quand il n'a pas réussi. Et pour ça, il y a un super outil, c'est la vidéo, et qui est très intéressante. On en reparlera tout à l'heure, peut-être. Mais c'était la question suivante pour savoir est-ce que vous utilisez tout ce qui est vidéo, data en club, peut-être en sélection aussi. Il y a peut-être des différences entre les deux et comment c'est utilisé du coup dans ton club ou dans ta sélection. Ben, il y a deux manières d'utiliser la vidéo et la data. Euh, Ça va être pour du recrutement déjà. Donc, maintenant, il y a des sites où tu vas pouvoir trouver des bases de données avec de la data, des données sur des gardiens, des gardiennes de tout le monde entier. Et tu as les vidéos à l'appui. Donc, ça, c'est indispensable pour travailler ton recrutement. Et en sélection, pour suivre tes gardiennes ou découvrir des nouveaux talents que tu n'aurais pas forcément vus à un moment. Et ensuite, il y a tout ce que tu peux faire pour faire progresser ton gardien au jour au jour. Donc, ça va être un peu pareil en club et en sélection. Là, moi, j'essaie de filmer toutes les séances. Donc, j'essaie de filmer assez proche terrain parce qu'en fait, ce que je vais regarder beaucoup, ça va être les positions de pied, comment ça, les deux derniers pas avant le plongeon, les positions des mains sur les prises de balles, les choses comme ça où tu vas pouvoir faire des retours parce que le gardien, des fois, il pense, ou la gardienne, elle pense qu'elle a fait des choses, elle est convaincue qu'elle a fait comme ça. Et si t'as pas la vidéo pour lui dire, non, en fait, t'as croisé par derrière ou t'as pas poussé avec la bonne jambe, elle va pas se rendre compte. Et puis tu lui montres sur la vidéo, ah ouais, ah ouais, Ouais. là, je pousse pas du tout de la bonne jambe, en fait. Et donc, ça t'aide à prendre conscience de toi et de ce que tu peux faire. Donc, ça, c'est super intéressant. Et après, il y a tout ce qui est analyse de l'adversaire aussi. C'est qu'en club ou en sélection, tu vas faire la même chose. Parce qu'en sélection, tu as un peu plus de temps, quoi. Quand tu connais les adversaires 2 mois à l'avance, tu as le temps Oui. de travailler sur. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur la vidéo, c'est vrai que, alors moi, c'est dans un club amateur, c'est plus compliqué, mais j'essaye aussi de filmer la plupart des spécifiques parce que je me suis rendu compte avec le temps, et bon, c'est pas moi en particulier, je pense que tout le monde s'en rend compte, qu'avec l'évolution des générations, mais de leur dire c'est bien, mais ils vont pas en prendre conscience. Et l'impact de la vidéo, de se dire ah oui, c'est vrai, il me l'a dit, mais là je le vois, ça fait quand même la différence sur tout ce qui va être correctif et qui va leur permettre de corriger ces petits détails. Mais tu sais, quand tu parles de foot amateur ou foot de haut niveau, moi, je filme, j'ai acheté un trépied à 30 balles et je filme avec mon téléphone, hein. Et donc, je pense que tout le monde est capable d'arriver à faire ça. Après, c'est ce que tu arrives à ressortir de ta vidéo. Et il y a un truc que je trouve super intéressant, des fois j'arrive à le faire, mais pas souvent, c'est je filme soit avec une GoPro, soit avec l'iPad. Et Ouais, je peux faire, quand c'est avec la GoPro, ce qui est bien, c'est que j'ai l'iPad à côté et qu'il y a le retour live. C'est-à-dire que ok. la séquence, elle peut se la revoir direct. Là, si tu fais un exercice, peu importe l'exercice de motricité et qu'elle n'y arrive pas, et tu peux revoir en live quasiment ta séquence. Et ah ouais, et tu progresses plus vite comme ça. Au lieu d'attendre, bah, là, tu as la fin d'entraînement, tu as l'analyse, et puis tu refais une semaine après l'exercice. Tu vas pas forcément te souvenir de ce qui allait pas. Alors que là, tu peux corriger tout de suite, quoi. Donc ça, Oui, c'est c'est certain. pas mal. Pour rester du coup sur la partie de l'entraînement, est-ce que tu intègres dans tes spécifiques tout ce qui est la partie cognitive qui prend de l'importance aussi maintenant? Peut-être qu'on en parlait moins quand tu as débuté, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Est-ce que toi tu l'utilises et si oui, comment? Euh, Partie cognitif, moi, je l'utilise quasiment tout le temps parce qu'en fait, tu vas toujours avoir une partie où ton cerveau il réfléchit quand tu es sur les actions. Et la manière dont je conçois mes entraînements,
j'essaie toujours de partir de la situation de match tactique et après, je vais sur les aspects techniques que je veux travailler. Et donc, tu auras toujours un lien avec la tactique, un positionnement. J'essaie de toujours les mettre dans les conditions. Donc là, le ballon, il est ici, mais imagine en fait que voilà, il y a une perte de balle, il y a une passe, le ballon, il se retrouve ici. Donc tu démarres là et tu fais ce mouvement-là et tu vas arriver là et après tu t'adaptes par rapport au ballon. Donc il y a toute cette appréhension-là. Et après, je peux travailler un peu plus spécifiquement sur le cognitif. Ça va être, par exemple, tu fais du jeu aérien, tu découpes ta surface proche en zone et tu veux que ton gardien il te donne le numéro de la zone où est l'attaquant au moment où il va chercher la balle. Ça permet de voir la prise d'info qu'il est capable d'avoir ou des choses comme ça. Tu mets une couleur ou des choses comme ça. Tout ce qui est vision périphérique aussi intéressant à travailler. Après, la sélection des informations, tu lui mets plein d'informations et tu vas voir comment il traite les informations et est-ce qu'il arrive à faire les bons choix par rapport à ce que tu lui as envoyé comme information. Et tu parles d'un centre, par exemple, tu vois, tu mets deux joueurs qui se font des passes avec des mannequins. Ils sont sur le côté, sur une aile. Et il va y avoir un centre un peu plus profond ou un centre un peu plus haut avec fixé un défenseur. Donc, tu vas aller pied droit ou pied gauche. Mais suivant comment le mec il se met pour centrer, tu vois si ton gardien il s'adapte à la position par rapport à qu'est-ce qui est défendu par le mannequin en fait. Quelle zone est défendue par le mannequin, si c'est plus le but ou plus la zone, s'il va falloir être plus haut ou plus bas et tout ça. Et après, je travaille aussi beaucoup avec balles de tennis et les lumières aussi de la marque Blaze Spot, par exemple. Le spot, ok. Donc, en gros, les balles de tennis, je fais de la vitesse de réaction, mais aussi de la précision. C'est-à-dire que ça peut être juste du jonglage, là où tu vas travailler la précision, la coordination, mais ça peut être aussi envoie une balle de tennis sur une planche et essayer de faire un arrêt réflexe, mais du coup, il faut que tu sois très précis. Pas comme un ballon, c'est gros, c'est facile à toucher. La balle de tennis, il faut que ta main elle soit très précise pour arriver à être déviée. Et les lumières aussi, je le fais beaucoup veille de match ou alors jour de match, en activation avant l'échauffement. Donc là, je ne sais pas si tu as vu la Formule 1 avec, je crois que c'est Verstappen qui fait, ou il fait avec les lumières aussi. Ouais, C'est pas long, je fais deux séquences de 30 secondes, je crois. Et en fait, c'est juste à activer la vision périphérique et la vitesse de main. Donc, d'accord. c'est pas mal. Veille de match, c'est plus en mode compétition où j'en mets quatre lumières en ligne. Il y a deux couleurs qui vont s'afficher et la première qui touche, elle marque un point et elles font une compétition sur 2 x 30 aussi. Ça te permet d'accentuer un peu le niveau compétitif des gardiennes et en même temps de vitesse de réaction et de perception. Ok. Pour rester du coup sur ce que tu disais sur tes gardiennes, pour parler plus de hiérarchie, comment tu gères cette hiérarchie? Et pareil, est-ce qu'il y a une différence? Je pense que c'est peut-être un peu plus établi sur la durée en sélection qu'en club, mais pareil, est-ce qu'il y a une différence dans la gestion des deux? En club, en règle générale, on essaie de se concerter avec le staff. Quand on arrive dans un nouveau club, on ne connaît pas forcément les gardiennes qui sont en place, choses comme ça. Donc, on laisse la pré-saison se passer. On partage le temps de jeu. Et après, suivant, ça dépend le niveau exact de tes gardiennes. Si c'est kiff-kiff et que tu as un coach qui te dit, bah, kiff-kiff, c'est comme des joueurs de champ, on va, on va voir ce que ça donne à l'entraînement et on verra. Par contre, s'il y en a une, c'est ce qu'on faisait un peu à Bordeaux. S'il y en a une, on a décidé de la faire jouer, qu'elle performe, elle va continuer. Si il y a quelque chose qui arrive, une blessure ou une baisse de performance à l'entraînement ou une sélection, elle revient, elle s'est pas entraînée pendant 10 jours avec le groupe, peut-être on va donner sa chance à l'autre. Et si l'autre Ok. performe, on va lui donner 3 4 matchs de suite. Et en fait, tu arrives à rester connecté tout le monde et à garder la compétitivité des deux et une compétition entre les deux.
Mais pour ça, il faut que tu aies à peu près le même niveau, en fait, Ouais. de gardienne. Après, si tu as des niveaux qui sont pas les mêmes, tu vas donner une hiérarchie première, deuxième. Et suivant le coach que tu as aussi, tu peux avoir une gardienne ou un gardien qui va être très bon en défendre la ligne, mais qui va être moins bon avec son pied. L'autre qui est un peu moins bon à défendre le but, mais très très bon avec le pied. Et du coup, suivant ce que veut le coach, si le coach, tu es une équipe qui a la balle tout le temps et que tu veux que ton gardien il joue super haut et qu'il t'oriente et qu'il va avoir peut-être deux trucs à défendre dans le match, tu vas peut-être donner la priorité à un et pas à l'autre. Et ça, c'est une discussion que tu as avec le coach. Mais après, je pense qu'il faut être capable aussi de changer et de donner un peu du temps de jeu à tout le monde. Et en Ok, donc tout sélection, s'établit par rapport au projet de jeu. ouais, là, c'est un peu comme ça qu'on le gère aussi ici en Suisse. Et le projet de jeu est important et en fait, la gardienne, elle est complètement intégrée dans le projet de jeu. Et donc, quand tu pars d'un build-up sur 5 mètres 50, ta gardienne, c'est une chose de champ. Donc, elle va recevoir la pression. Si elle n'est pas capable de gérer, c'est compliqué de démarrer sur un jeu court. Donc, tu changes complètement le profil de ton équipe si tu n'es pas capable de relancer court sur un 5-50. Et après, en sélection, c'est un peu différent, dans le sens où tu n'as pas les gardiennes au jour le jour. Donc, tu regardes les performances un peu en match. Là, moi, par exemple, avec l'Écosse, sur le dernier rassemblement, on avait 3 gardiennes. Une qui joue aux Rangers, une qui joue au Glasgow City et une qui est à Manchester City. Ok. Tu as des profils d'âge qui sont différents, des jeunes et de plus en expérimentés. Et donc, tu sais qu'il y en a une, elle joue depuis tout le temps et ben, tu as envie de la mettre, mais tu as aussi envie de penser au futur et ce qui va se passer après. Donc, c'est un peu plus délicat. Puis tu regardes ce qu'elles font en match avec leur club. Elles performent toutes les trois, toutes les deux, parce qu'il y en a une qui joue pas en club. Mais elle joue avec les 21 et à l'entraînement, son coach, il me dit que ça se passe super bien. Et donc, bah, tu fais tes choix comme tu peux et puis tu vois ce que ça donne. Et puis, t'as deux entraînements en gros en sélection avant le premier match, 2 gros entraînements. Et ils vont te donner un peu la dynamique de chacune. Ok. Donc par rapport à ce qui va se passer plus en séance, mais il n'y a pas une hiérarchie établie fixe qui peut ne pas bouger. Il y avait, là on commence à voir si on changerait pas, mais en fait ça dépendra du coach principal, je pense, de ce Ok. qu'on discute ensemble. Mais ouais, dès le départ, on avait une hiérarchie qui était complètement établie, mais la hiérarchie, elle est toujours amenée à changer à un moment donné. Bien sûr. Bien sûr. Pour parler d'un sujet, entre guillemets, qui fait débat dans le foot et au poste de gardien, d'après toi, est-ce que la taille, c'est quelque chose d'important donc, pour le haut niveau, on va dire, sans parler de très très haut niveau? Et pareil, est-ce que chez les filles, c'est un critère qui est peut-être moins pris en compte ou pas? À toi de nous en dire un peu plus, parce que tu as plus de connaissances sur ce sujet que moi. Personnellement, moi, j'ai subi ça, la taille, tu vois. Mais après être passé de l'autre côté en tant que coach, je comprends complètement que 1,70 m, pas forcément parce que le but il est grand, mais c'est parce qu'en fait tu vas jouer contre des mecs qui font 1,90 m et ils sautent aussi haut que toi. Même si tu travailles ta détente autant que tu veux, le mec il arrive lancé et donc c'est compliqué de gérer ça. Donc je pense qu'il y a quand même une limite et après tu peux avoir tes atouts, mais 1,70 m chez les gars, c'est compliqué. Chez les filles, 1,70 m c'était pas mal, tu vois. Ouais, C'est différent. Mais je me souviens de matchs qu'on avait fait contre ici les Moulineaux. Il y avait une gardienne, elle était petite, mais elle nous avait fait un match de fou, il n'y avait rien qui passait. Et donc, en fait, ça va dépendre de ta capacité à gérer. Mais je pense que ça, quand tu veux aller sur du haut niveau, de la Ligue des Champions, des choses comme ça, je pense que ça reste un critère qui est assez important, la taille.
Et quand tu regardes un peu là, les stats Coupe du Monde, Champions League, tu as du 1,72, 73, je crois, de moyenne. Ok. Et les gardiennes comme Anne Blair, qui est une des meilleures gardiennes du monde, elle est à 79, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ouais, ça va aider parce que t'es pas non plus trop grand à 80. C'est-à-dire que le sol, il Oui. reste encore pas trop bas. Quand tu fais 2,10 m, c'est plus compliqué. Mais à 80, je pense que tu es un bon milieu et que, en fait, quand tu es autour de 75, 80, tu as un sacré avantage au niveau du foot féminin quand même en tant que gardien de but. En dessous, tu peux être bon, mais tu auras peut-être des limites sur le jeu aérien ou des choses comme ça. Et après, voilà, il va falloir anticiper, se déplacer vite. Il faut que tu aies de la rapidité de pied parce que quand le ballon il est un peu loin sur le poteau, et ben, faut que, bah, en un pas, tu l'auras pas. Il faut que tu en fasses deux, ben, il faut que tu sois plus rapide. Et c'est des choses comme ça à travailler. Mais après, c'est toi, tu développes tes qualités selon tes besoins, en fait. Ok, donc par rapport à ce que tu nous dis, là, au final, on est sur les mêmes critères que les garçons où ça reste important, mais où il y a entre guillemets, une limite où ça reste acceptable. Et après, c'est toujours pareil à la gardienne ou au gardien et puis aux entraîneurs de prendre en compte ce critère pour travailler et faire autrement, entre guillemets. Là, tu vois, en Suisse, la Fédé, elle a mis en place des tests. Donc, c'est pas ils font pas les radios du poignet, ils font la méthode Mirval. Parce qu'en fait, ils prennent régulièrement les mesures assis, debout, tout ça. Il y a un tableau. Quand tu rentres tes données avec l'âge et tout ça, tu as une taille potentielle à l'âge adulte et qui est Ok. assez fiable, en fait. Et donc, ils utilisent ce critère-là pour la sélection des talents et le développement des futurs talents chez les gardiens, garçons, filles. Ok. Ok. Bah, pour rester sur les talents, tu vois, à chaque fois, tu nous fais la transition. Euh, Est-ce qu'il y a un lien dans ton travail en club entre ce que tu fais toi et ce qui se passe chez les jeunes, donc chez les filles en particulier, ou peut-être même en club global, garçon-fille, ou est-ce que tu travailles d'une façon et ça se passe différemment en dessous? Est-ce que toi, tu as un visuel sur ce qui se passe chez les filles plus jeunes? Moi, je suis arrivé là au Servette cet été, donc je suis dans la première année, je suis en observation, donc j'ai pas voulu aller modifier ce qui se faisait avant. Comme je l'ai dit, en Suisse, ils ont une méthodologie qui est assez intéressante et qui a été mise en place aussi au Servette. En fait, ils ont calqué ce qu'ils font chez les garçons, ils essaient de le reproduire chez les filles. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et qui va porter ses fruits. Euh, Ils travaillent pas tout à fait de la même manière que moi je travaille, mais la méthode qu'ils utilisent, je trouve intéressant. Donc, c'est peut-être moi qui vais peut-être être amené à changer et à apprendre des choses qu'ils font parce que le travail est bien fait. Et après, je garde un œil sur. On a une gardienne qui a fait le stage cet été avec nous et qui joue avec les jeunes. Et donc, on garde un lien avec le coach, la coach qui est en dessous et le coach des U19 sur son développement à elle. Et on essaye de bien la prendre en compte et d'individualiser le travail, notamment en muscu et tout ça, pour que si si elle est amenée à travailler avec nous l'année prochaine, qu'elle soit prête physiquement à intégrer le groupe. Donc, c'est Ok, ça qui va être surtout le lien, c'est faire en sorte que les gardiennes qui arrivent de chez les jeunes, si elles doivent venir avec nous, qu'elles soient capables d'encaisser la charge de travail. ok, donc ouais, c'est plus sur ce qui va être partie même tactique, athlétique, plus qu'autre chose, qu'ils puissent s'adapter rapidement à ce qui va être mis en place en haut. Après la partie tactique, ils essayent de reproduire un peu la même méthode que nous on utilise. Donc ça, pour ça, le coach il met en place, il ressort court à chaque fois, des choses comme ça. Donc ça, elle va pas, les gardiennes d'en dessous vont pas être dépaysées en arrivant avec la première. Après, c'est le gap physique, il est très important. Donc c'est pour ça on met l'accent sur ça. Après, techniquement et tactiquement, en fait, j'en ai pas parlé parce qu'ils travaillent très bien. Donc pour ça que j'ai rien à dire sur ça et qu'on n'a pas fait plus de suivi que ça sur ça. Ok.
Ça marche. Ça marche. Pour revenir sur la partie du travail spécifique, quelle est ton approche, toi, de l'entraînement spécifique? Comment tu le conçois? Comment tu mets les choses en place? Est-ce que tu as une philosophie particulière ou est-ce que ça dépend de la semaine, comment le nombre de matchs en semaine, et cetera? Dans un premier temps, l'idée, c'est d'amener le gardien dans les meilleures conditions pour qu'il soit au service de l'équipe. Donc, en général, j'attends de voir ce que prépare le coach pour la séance. Je sais à peu près les dominantes qu'il va mettre en place. Ensuite, je vois la spécificité des exercices qu'il met en place et j'essaye de préparer mes gardiennes pour qu'en fait, elles soient prêtes à intégrer le jeu collectif avec les contraintes qu'il va y avoir sur ce jeu-là. OK. Donc, si sur l'entraînement, ça va être des frappes de loin, bah, je vais orienter mon entraînement, mon échauffement d'une manière. Ou si c'est du 1 contre 1, bah, je vais faire autrement. Donc, je vais partir de ça, en fait, de la situation tactique que va mettre en place le coach pour développer mon spé et mettre en place ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, il y a la gestion de la charge dans la semaine. Parce que c'est pareil, ça, avant, on se basait sur ce que faisaient les joueurs. Donc, on essayait en gros, quand tu es joueur à J-2, on te coupe. Tu as un entraînement qui est plus léger. Nous, par exemple, ici, on va faire de la technique. Et dans la technique, il va y avoir de la finition à un moment donné. Donc, avec pas mal Ouais. de frappes. Mais comme pour les joueuses, c'est pas très important au niveau charge parce qu'elles sont 25 et qu'elles vont faire peut-être 10 frappes chacune. Mais ça fait 250 frappes pour tes gardiennes. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que la dynamique de la charge sur la semaine, elle était complètement différente. C'est-à-dire que le mardi, le mercredi, là où tes joueurs et tes joueuses, elles vont taper, bah pour toi, en tant que gardien de but, ça va pas être le plus parce qu'en fait, c'est les séances les plus longues, mais c'est aussi où ce sera les grands espaces. Le mardi, par exemple. Et donc, bah, tu touches pas un ballon quasiment de ta séance. Tu fais l'échauffement, le spé, et puis après, tu fais du jeu au pied, quoi. Et le mercredi, bah, ça va être des espaces peut-être un peu plus réduits, mais c'est pas non plus, tu charges un peu plus que le mardi, mais c'est pas ouf. Et en fait, le jeudi, où on pensait qu'on les déchargeait, on utilise Catapulte, en fait, avec les GPS. Et c'est ça qui nous a permis de nous rendre compte de la charge. Et le jeudi, on voit que ça est, la fatigue, même sur les RPE et tout, sur le feedback qu'elles nous font de la Ouais. séance, elles sont fatiguées, machin. Et en fait, bah oui, c'est logique. Et à J-1, tu es sur de la réactivité et un peu d'explos. Et donc, pareil, si les joueuses, elles vont faire un peu de finition, un peu de trucs comme ça, et donc tu recharges un petit coup. Mais ton match, physiquement, il est faible. Si tu plonges 10 fois dans le match, c'est que tu as subi, quoi. Ouais. Par contre, mentalement, c'est une grosse charge. Et donc, on a essayé d'adapter un petit peu cette partie-là, à travailler un peu autrement. Mais du coup, c'est à moi, dans mes spé, de niveler ma charge par rapport à ce qu'il va y avoir après. Je sais que le mardi, ils vont rien faire, donc moi, je peux taper un peu plus fort, OK. par exemple. Donc c'est plus toi qui t'adaptes par rapport à ce qui va être fait collectivement pour ne pas les surcharger certains jours et entre guillemets «charger plus» les jours où elles vont avoir moins de travail, Ouais, c'est dans ça. la En séance fait, collective. on part toujours du match, et pour qu'elles arrivent dans les meilleures conditions au match, on essaie de faire en sorte que la semaine, la charge, elle soit assez homogène et qu'on arrive à respecter ça. Et ensuite, il y a l'aspect, tout ce qui est aspect mental aussi, que j'essaie d'intégrer dans tous mes entraînements avec un aspect de compétition, soit en compétition contre les joueuses, soit en compétition entre elles, les gardiennes. Ça dépend de ce qui va être travaillé et d'essayer d'avoir toujours un niveau d'implication et de concentration qui soit max dans l'esprit, quoi, et dans l'entraînement en général. OK, ça marche, ça marche, ça marche. Une des dernières questions pour revenir sur du coup ton rôle maintenant plus dans le staff, pendant les séances collectives. Pareil, peut-être qu'il y a une différence en club et en sélection, c'est ce qui est intéressant aussi, d'échanger avec toi puisque tu ne fais peut-être pas les mêmes choses dans les 2. Est-ce que tu as un rôle particulier pendant les séances collectives ou est-ce que tu es juste amené à suivre tes gardiennes et à passer plus de temps avec elles? Ou peut-être, je dis n'importe quoi, être en charge des défenseurs ou ainsi de suite, selon ce qui se passe? En fait, moi, j'ai la chance que le coach ici au Servette, c'est l'adjoint en Écosse. D'accord,
Donc, OK. les entraînements, ça s'organise à peu près pareil, ça me facilite la tâche, tu vois? Oui, c'est clair. Et donc, en fait, on prépare les séances ensemble et suivant les besoins de la séance, moi, je vais être centré plutôt sur les gardiens ou alors, des fois, bah, il me dit, «Sur cet exercice-là, je veux que tu gères la ligne» parce qu'on fait des travails de balles sur les côtés et de centre. Il me dit: «Je veux que tu gères les défenseurs centraux et comment ça défend, la ligne défensive, comment ça ressort, comment je veux que tu leur fasses des retours et que tu les gères». Ou alors ça peut être, eh ben, voilà, les attaquants, fais-moi, le spé, tu me fais un truc de finition. Je veux que ce soit un exercice où il y a de la répétition, des angles, des machins et c'est toi qui le mets en place et tu fais ta séance. Mais tu intègres 5-6 joueurs, à ton spé, en gros. Et OK. donc ça va dépendre de comment ça se passe et du coach avec qui tu travailles surtout, en fait. Et là, je suis en train de passer moi l'UFAA avec l'Écosse, le Ouais. goalkeeper UFAA. Et en fait, le principal domaine de travail, c'est de faire en sorte que tu sois capable de gérer un groupe. C'est-à-dire que si demain, le coach, il doit te filer la moitié de son équipe, l'UFA fait que tu es UEFA goalkeeper, il fait que les coachs savent en fait que tu es capable de gérer un groupe. Donc, si OK. tu dois animer une séance de build-up avec les 4 défenseurs centraux et le 6, bah, tu peux le faire. Et c'est ça la dominante qu'il y a avec l'Écosse, là, ce qu'on travaille sur le goalkeeper A. OK. Donc ouais, tu passes tes diplômes du côté de l'Écosse et pas du côté de la Suisse? Bah, la Suisse, j'étais pas encore. Parce que quand je me suis inscrit, j'étais OK. en France, j'avais pas de club. Et du coup, l'Écosse, j'ai demandé si je pouvais le passer là-bas et ils m'ont accordé. Et en France, pour que je puisse passer l'UFA, il aurait fallu que je fasse d'autres trucs avant. Parce que moi, j'ai l'UFA B d'entraîneur. Et pour Ouais. avoir accès au goalkeeper UFA A, Il pour faut le avoir BEF. l'UFA A, Ouais. donc il aurait fallu faire ça d'abord. Mais pour avoir l'UFA A, il faut que tu aies une équipe à 11 qui soit au-dessus des 15 ans, mais il faut que tu sois l'entraîneur principal. Ouais. Et moi, je suis adjoint, truc, c'est compliqué. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec l'Écosse, et je suis bien content. OK, ouais, ouais, c'est sûr que ça facilite les choses. C'est vrai que moi, j'ai l'objectif de le passer aussi, UFA gardien, mais si je reste en France, en tout cas, je devrais passer l'UFAA coach, Ouais, «général» ouais, entre guillemets avant et donc ça fait plus de contraintes et plus de temps aussi à prendre. ouais, ouais. Ouais, parce que l'UFA, il faut que tu sois sur une saison complète et c'est presque un an et demi, parce qu'après, avec le passage des évaluations et tout ça, ouais, tu mets du temps, hein. Ouais. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir avec toi avant de clôturer. Tu as dit une chose, au départ qui était intéressante du coup, donc quand tu pars en sélection et puis là tu es revenu dessus avec, donc l'entraîneur du club qui est adjoint en sélection. Comment ça se passe en club quand du coup vous partez? Il y a quelqu'un d'autre qui prend en charge les séances, même pour toi les gardiennes ou il y a une coupure? Moi, là, au Servette, j'ai 3 gardiennes. Ouais, J'avais 3 gardiennes, on en a pris une quatrième. Il y avait une Croate U19 qui partait en sélection du coup et la Portugaise qui partait en sélection. Il me restait une gardienne au club. Là, OK. maintenant, il va en rester 2. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que je vois avec coach du 19 ou alors avec quelqu'un du centre chez les garçons, donc coach des 21 ou trucs comme ça, s'il peut me remplacer sur certains entraînements où il y a plus besoin que d'autres. Parce qu'en règle générale aussi, sur ces dates FIFA-là, nous, on baisse la charge. Donc, c'est là où on va donner de la récup. Donc, il va y avoir, là, en règle générale, il y a 3 jours off sur les 10 jours de stage. Il y a un jour où elles font pas du foot ou c'est une activité annexe. Ça fait déjà 4 jours où il n'y a pas, plus les 2 jours plus le dimanche de récup. Ça fait 5 jours en moins sur 10. Quand elles reviennent des 3 jours, non, le lundi, quand elles reprennent, les gardiennes, elles font que du jeu au pied, elles font comme des joueuses de champ, elles vont dans les jeux de possession et tout ça. Et donc, en gros, j'ai 2 à 4 séances à couvrir. OK. Et ça, on s'arrange avec les coachs au club. Ouais, donc c'est quand même organisé en fonction que toi tu sois pas enfin, que tes gardiennes ne soient pas pénalisées, sur cette Non, partie-là. mais ça reste beaucoup.
organiser ça correctement, quoi. Du travail et pas de tout repos, ouais. Mais ouais, mais ça permet de voir d'autres choses. Ça permet aussi au coach d'en dessous de monter avec les gardiennes de la une, de voir comment se passent les entraînements aussi avec la une, de voir le rythme. Donc, quand elle redescend avec les 19, elle voit à peu près la différence de niveau qu'il y a encore avec ses joueuses. Donc, c'est intéressant aussi. Oui, ça lui permet aussi de pouvoir, en prendre le meilleur pour, faire évoluer ses gardiennes aussi. Mm. OK, bah, écoute, j'ai juste une dernière question entre guillemets pour toi. Déjà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qui te paraît important? Ben, pour moi, pour me souhaiter juste bonne santé, hein, déjà, c'est le plus important, hein. On sait qu'entraîneur des gardiens, on vieillit mal. On a mal aux genoux, on a mal aux hanches, donc essayer de rester le plus en forme possible longtemps. Maintenant, essayer d'avoir des titres avec le Servette cette année, c'est très important aussi. Et puis le meilleur avec l'Écosse. Là, on va attaquer les qualifs pour l'Euro en Suisse. Donc, si on arrive à se qualifier, ça peut être super. Donc c'est intéressant. Ouais. Beau challenge à venir. Et puis après, à rajouter, il y a des choses importantes que je voulais rajouter. Parce qu'on peut être le meilleur dans ce qu'on fait et être à la page de toutes les nouvelles technologies, être le meilleur partout. Et si on n'a pas réussi à créer son réseau et à nouer des relations et à gérer les bons contacts et à garder actif ce réseau-là, ce sera toujours difficile de trouver du travail dans le foot. Et on voit souvent des gens qui viennent se plaindre, ouais, mais t'as vu, ce coach-là, il est comme ça, il trouve du boulot tout le temps. Oui, mais parce que il est malin, qu'il a les bons contacts, qu'il a les bons réseaux, qu'il a su faire sa place. Et en fait, il faut très important d'arriver à gérer ça. Et on sait jamais, il y a des gens qu'on rencontre et puis on se dit on va plus jamais les revoir. Et puis en fait, c'est eux demain qui ont ton avenir entre les mains parce que ils sont passés directeurs sportifs dans un club. Et en fait, s'ils arrivent à se rappeler de toi en bien, et peut-être que c'est toi qui vas être sur le dessus de la pile et pas un autre. Donc, rester bien connecté avec son réseau et toujours le faire grossir, c'est le plus important. Et après, la formation continue aussi, je pense que c'est une chose qui est importante parce que il y a toujours des gens qui vont faire des recherches et qui vont faire évoluer la pratique, que ce soit tactique, physique, même mentale et technique. Et donc, c'est toujours super important de rester connecté avec ce qui se fait de nouveau. Et il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Faut tout regarder et prendre ce qu'on a envie de prendre et le mettre à sa sauce. Donc ça, c'est super important. Il n'y a pas que les formations de la Fédé, il y a plein de choses autour qui sont intéressantes. Ça peut être de la nutrition, ça peut être du crossfit, ça peut être de l'haltérophilie. Il y a des petites choses que tu peux toujours prendre et adapter au foot et aux efforts que tu as besoin de produire dans le foot. Donc je pense que c'est intéressant de toujours être curieux en fait, garder la curiosité et toujours aller se renseigner partout, parler avec tout le monde. Et ça permet de faire son réseau, mais aussi d'améliorer ses compétences. Donc, c'est intéressant. Bah, écoute, moi je te remercie, c'était vraiment intéressant. Merci pour ce moment d'échange. Mais de J'espère rien, que avec toi, tu plaisir. as pris du plaisir.